En France, le nucléaire à tout prix? Salut à toutes et à tous, salut Ingrid. Salut Hugo, tu vas bien? Ça va et toi? Ça va bien. Contente d'enregistrer cet épisode sur un sujet qu'on n'a jamais abordé avant. On a fait des recherches et j'ai trouvé ça intéressant, donc je pense que ça va être cool. Ouais, c'est un sujet qui nous a été suggéré par un auditeur, Sébastien, un auditeur allemand. Il nous a écrit: Il manque un des sujets controversés les plus typiquement français parmi vos épisodes, l'énergie nucléaire. En tant qu'Allemand, j'observe avec intérêt le fort soutien dont bénéficie cette forme d'énergie dans le public. Et c'est vrai qu'en Allemagne, le nucléaire, c'est une source d'énergie qui a mauvaise presse, qui n'a pas bonne réputation. D'ailleurs, l'Allemagne a décidé de sortir progressivement du nucléaire dès le début des années 2000. Et cette décision a été renforcée et accélérée suite à la catastrophe de Fukushima en 2011. Et d'ailleurs, les 3 dernières centrales nucléaires allemandes ont fermé en avril 2023. Mais en France, on n'a pas du tout la même stratégie. Oui, puisque en France, c'est même plutôt le contraire qui est en train de se passer. Il y a eu en 2022 une relance du nucléaire et le président français, Emmanuel Macron, qualifie même le retour du nucléaire comme le chantier du siècle. On construit des nouveaux réacteurs et puis même cette année, il y a encore eu des nouvelles annonces pour qu'on continue à favoriser le nucléaire avec une volonté affichée de faire de la France un fer de lance de l'énergie nucléaire. Donc fer de lance, c'est le fait d'être leader sur un domaine. Donc là, vraiment, les politiques français veulent que la France soit parmi les pays qui produisent le plus d'énergie nucléaire. Ouais, donc c'est intéressant parce que la France et l'Allemagne, c'est 2 pays voisins avec des niveaux de développement économique qui sont très proches, mais ils ont adopté 2 stratégies totalement opposées en matière de nucléaire. Donc, dans cet épisode, on va essayer d'expliquer cette différence. Bon, on va se focaliser évidemment sur la France. On n'est pas du tout des spécialistes de ce qui se passe en Allemagne. Mais c'est vrai que la France est assez unique en la matière au niveau mondial dans cette volonté qu'elle a de continuer de développer le nucléaire. Et attention ici, dans cet épisode, on va seulement parler du nucléaire civil, autrement dit le nucléaire en tant que source d'énergie, et pas le nucléaire militaire. On va pas parler de l'arme atomique, même si ça aussi c'est un sujet passionnant. Peut-être qu'on fera un autre épisode dessus dans le futur. Bon, on y va ? C'est parti. Pour commencer, il faut qu'on vous explique comment la France est devenue l'un des pays les plus dépendants au nucléaire. Ça, c'est une histoire qui démarre déjà il y a plusieurs décennies. Alors, comme tu le disais Hugo dans l'introduction, ici, dans cet épisode, on parle vraiment du nucléaire civil. Donc, c'est le fait de fabriquer de l'énergie, de l'électricité, grâce à une transformation de l'uranium. Alors, comme on l'a dit, on n'est pas des spécialistes. Moi, j'ai essayé de chercher un peu des définitions pour comprendre comment ça se passait. Mais en gros, on a donc sur le territoire des centrales nucléaires. À l'intérieur de ces centrales, il y a plusieurs réacteurs. Et ces réacteurs, ils servent donc à fissionner. Donc c'est un mot scientifique, ça veut dire casser des atomes d'uranium, à les faire chauffer, il y a de la vapeur qui se produit et bref, beaucoup de chaleur, ça finit par faire de l'énergie. Ce qu'il faut savoir sur ce type d'énergie, c'est surtout que ça ne pollue pas dans le sens où ça ne crée pas de CO2, de dioxyde de carbone. Donc, en soi, quand on crée de l'énergie nucléaire, on ne dégage pas des gaz qui vont dérégler la température, etc.
Mais par contre, les atomes d'uranium, derrière eux, ils laissent des déchets radioactifs. Et ça, on en parlera, il y a déjà eu des catastrophes, mais je sais que tout le monde a bien en tête certains événements où les déchets radioactifs, si on les gère pas bien, ils peuvent créer des gros dégâts. Donc c'est ça, en gros, les problématiques de cette énergie nucléaire. Ouais, effectivement. À la fois les déchets radioactifs et évidemment les risques d'accidents dans les centrales, dans les réacteurs. Ça aussi, vous en avez tous entendu parler, on va en reparler un petit peu plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant les années 70, la France importait quasiment 100% de son pétrole, de son gaz et de son charbon. Donc avant qu'on développe massivement le nucléaire, l'énergie en France, on la produisait principalement grâce à ce qu'on appelle les énergies fossiles. Donc voilà, le pétrole, le gaz et le charbon. Et la France n'a pas de ressources fossiles significatives sur son sol. Donc on était totalement dépendant des importations pour assurer notre mix énergétique. Et en 1973, il y a eu ce fameux choc pétrolier. Le prix du baril de pétrole a été multiplié par 4 en quelques mois. Ça a provoqué une récession, une inflation au niveau mondial. Et en France, en plus de tout ça, ça a mis en évidence notre vulnérabilité énergétique. Et là, on a compris qu'il fallait vraiment faire quelque chose si on voulait être un peu moins dépendant des marchés énergétiques pour assurer notre survie. Alors heureusement, à ce moment-là, la France était entre guillemets déjà prête pour une nouvelle ère de l'énergie, puisque le général de Gaulle était passé par là et que il faut savoir que de Gaulle, bon, vous le connaissez déjà bien parce qu'on en parle souvent, c'est un homme qui voulait que la France soit vraiment dépendante, soit souveraine. C'était son Indépendante. obsession. Ah, Lapsus. Lapsus, oui, donc ne soit pas dépendante dans tous les domaines. Et c'est pour ça que donc le général de Gaulle, déjà en 1945, il avait créé le commissariat à l'énergie atomique, c'est-à-dire un organisme public qui était chargé de développer la recherche et l'industrie nucléaire. Ce qui fait qu'on avait formé des ingénieurs, développé des technologies, posé des bases industrielles. Et donc, dans les années 70, quand on arrive au moment de la crise, on a déjà tout ça qui existe en France. Ouais, et quand De Gaulle a créé ce commissariat à l'énergie atomique, c'était aussi bien pour le nucléaire civil que pour le nucléaire militaire. Il y avait aussi cette volonté d'acquérir l'arme atomique pour assurer la souveraineté de la France. Et ce qui est intéressant, c'est que cette décision d'investir massivement dans le nucléaire, de développer le nucléaire en France, elle n'a pas vraiment été prise en concertant les Français, elle a été prise de manière vraiment hiérarchique ou, comme on dit en France, un peu de manière jacobine. On dit souvent que voilà, en France, il y a cette tendance jacobine. Donc ça, c'est quelque chose qui est hérité de la Révolution et ça veut dire tout simplement que c'est l'État central qui décide de tout pour toute la nation. Donc autrement dit, c'est un peu synonyme de cette centralisation dont on parle souvent en France. Toutes les décisions sont prises à Paris pour l'ensemble du territoire et elles sont prises par les hommes politiques ou ce qu'on appelle parfois les technocrates, sans vraiment consulter l'opinion publique. Donc voilà, en France, il n'y a pas eu de débat public autour du nucléaire. De Gaulle et d'autres hommes politiques ont décidé que voilà, c'était l'énergie de l'avenir, qu'il fallait massivement investir dans le nucléaire. Et c'est ce qu'on a fait après le choc pétrolier. Oui, donc on avait le terrain qui était prêt et après ce choc pétrolier, en 1974, il y a eu un grand plan pour remplacer les centrales thermiques par des centrales nucléaires. Donc on n'utilise plus le pétrole, plus le charbon, ou en tout cas beaucoup moins. Et on va créer des nouveaux réacteurs à tel point que entre 1974 et 1990, il y a 56 réacteurs qui sont construits et la France devient le plus grand parc nucléaire d'Europe.
Et jusqu'à aujourd'hui, on est encore parmi les pays qui produisent le plus d'énergie nucléaire. Ouais, très largement. Et donc voilà, il faut vraiment comprendre que c'était un plan massif. On a construit un grand nombre de réacteurs très rapidement. Il n'y a aucun autre pays qui a fait ça. Et donc ça nous a permis d'avoir, dès la fin des années 80, une production d'énergie nucléaire vraiment, vraiment significative. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on regarde l'électricité, seulement l'électricité, environ 2 tiers de l'électricité française est produite grâce au nucléaire. Le reste, c'est grâce à l'énergie hydraulique et aussi à ce qu'on appelle les énergies renouvelables, notamment l'éolien et le solaire, et seulement environ 4% d'énergie fossile, pétrole, gaz, etc. Donc autrement dit, 95% de l'électricité française est bas carbone. Elle ne rejette quasiment pas du tout de CO2, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Et c'est en grande partie grâce à l'énergie nucléaire. Et ouais, tu l'as précisé, ça c'est vraiment sur l'électricité. Après, attention, ça veut pas dire qu'on n'utilise pas de pétrole pour d'autres choses. On reste un pays avec des véhicules qui consomment du pétrole, etc. Mais par contre, c'est vrai que pour l'électricité, on a une vraie indépendance et on en produit tellement qu'on en exporte. Alors que pour le pétrole et le gaz, on importe, pour l'électricité, c'est carrément un domaine dans lequel on vend à nos voisins. Et d'ailleurs, cette année, le Premier ministre a annoncé qu'il fallait vraiment qu'on continue à travailler ça, notamment en vendant plus de véhicules électriques, justement pour compenser le fait que on n'est pas forcément des pionniers sur tout ce qui est véhicules qui consomment du pétrole. Voilà, on se dit, au lieu de vendre l'électricité en trop qu'on a, ce serait mieux qu'on la consomme nous-mêmes. Donc on peut la consommer en ayant plus de voitures électriques ou aussi au niveau du chauffage. Le chauffage des logements, c'est évidemment un gros poste de dépenses énergétiques. Il y a encore beaucoup de maisons et d'appartements en France qui sont chauffés grâce à une chaudière au gaz. Et il y a une grande volonté de remplacer ces chaudières à gaz par ce qu'on appelle des pompes à chaleur. Pompes à chaleur, c'est un peu comme des réfrigérateurs inversés. Ça produit du froid à l'extérieur et du chaud à l'intérieur. Et ce, grâce à l'électricité. Donc, si les Français achètent plus de voitures électriques et plus de pompes à chaleur, on va pouvoir consommer cette électricité produite grâce au nucléaire au lieu de la vendre à nos voisins. Surtout que si on utilise donc plus ces énergies pour la maison, les entreprises, tous les domaines, on reste vraiment indépendant parce que l'uranium, certes, on n'en a pas directement sur notre territoire, on l'importe, mais en fait, ça peut se stocker beaucoup plus facilement, ce qui fait qu'on en a beaucoup plus en stock. Là, on est prêt pour des années. Et puis, en plus, les endroits d'où viennent l'uranium, pour l'instant, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de problème de souveraineté avec des pays avec lesquels on pourrait être en guerre ou en compétition économique, ce qui fait que c'est toujours beaucoup plus facile de garder de l'uranium et de l'utiliser pour fabriquer notre énergie nous-mêmes. Et là, on serait bon pendant plusieurs années si on se concentrait que sur ça. Voilà, donc en conclusion, le nucléaire, c'est super. Fin de l'épisode. Fin de l'épisode. Non, fin de l'épisode. Non, c'est sûr qu'en écoutant là, ces arguments, on peut se dire, voilà, la France a raison, le nucléaire, c'est génial. Mais évidemment, il y a de grosses limites et de gros problèmes qui sont posés par cette énergie. Et on en parle aussi en France, et c'est ce dont on va discuter maintenant. Alors, le nucléaire, c'est super, mais c'est quand même risqué. Et donc, on l'a dit, les deux risques principaux sont qu'il y ait un accident au niveau des centrales nucléaires qui crée des explosions qui se propagent dans tout le territoire en faisant des gros dégâts. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'il puisse y avoir des accidents un peu similaires, mais pas au niveau des centrales elles-mêmes, sinon au niveau des déchets qui sont laissés.
Mais en gros, c'est juste que l'uranium qu'on utilise et l'énergie qu'on produit à partir de cet uranium sont radioactifs. Et ça, dans les années 40, 50, 60, 70, bon, c'était pas trop un problème, les gens étaient pas trop au courant. Et puis, il y a eu un grand tournant que vous connaissez tous, la catastrophe de Tchernobyl en 1986, où il y a eu une explosion qui a créé un immense nuage radioactif qui s'est propagé en Europe, qui a fait des dégâts sur la santé pendant des décennies en suivant. Et la France, bien sûr, a été touchée. Le nuage radioactif est arrivé jusque notamment le sud-est de la France et la Corse. Alors, contrairement à ce qui a été raconté, parce qu'on connaît tous cette légende, peut-être que tu peux expliquer la légende du nuage qui s'est arrêté à la frontière. Ouais, alors ça, c'est vraiment une expression qui fait partie de la culture populaire. Vous l'avez peut-être déjà entendu. Parfois, on dit le nuage s'est arrêté à la frontière. Donc ça fait directement référence à la catastrophe de Tchernobyl. Parce que on dit en fait qu'au moment de la catastrophe, les autorités françaises auraient affirmé, pour rassurer la population, pour rassurer les Français, que le nuage avait été arrêté à la frontière française à cause d'un anticyclone, voilà, d'un phénomène météorologique. Évidemment, personne ne croyait vraiment en cette déclaration. Mais en réalité, quand on fait des recherches, on se rend compte que les autorités françaises n'ont pas dit ça n'a été dit nulle part. Mais c'est vrai qu'elles ont essayé, à travers différentes explications, d'être plutôt rassurants, de dire que les Français n'allaient pas être trop affectés. Parce que, vous le savez, en 86, on était encore à fond dans la production de nouveaux réacteurs nucléaires, etc. Et donc, les autorités françaises ne voulaient pas que les Français s'inquiètent de cette catastrophe et remettent en cause la stratégie énergétique. Voilà, mais ça, c'est resté quand même dans l'imaginaire collectif, cette déclaration, le nuage s'est arrêté à la frontière. Et de temps en temps, quand il y a un politicien qui fait une déclaration qui n'est pas du tout crédible, les Français peuvent dire « Ah oui, le nuage s'est arrêté à la frontière ». Autrement dit, j'ai bien compris que tu nous racontais n'importe quoi, que tu nous mens et je te crois pas du tout. Ça a été relancé beaucoup, par exemple, pendant le Covid, puisque c'est vrai que la gestion au début du Covid était pas ouf. Puisque en France, on n'avait pas de masque, par exemple, et du coup, les membres du gouvernement avaient commencé à dire que le masque, ça servait à rien, ça protégeait pas. Et là, il y avait vraiment ce truc de oui. Et le nuage, il s'est arrêté à la frontière, bien sûr. Exactement. Et par rapport à Tchernobyl, on en parle dans notre cours B2, dans le cours Raconte ton histoire. J'ai une conversation avec une de mes amies, Laure, que vous avez déjà entendue dans le podcast, parce qu'elle a visité le site de Tchernobyl, c'est possible de le visiter. Et elle raconte un peu ce qu'elle a vu là-bas, les explications du guide, et c'est une leçon qui est très appréciée par les élèves. Donc ça nous permet de parler un peu d'un de nos cours. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, c'est un tout petit sujet parmi tous les thèmes qu'on aborde dans Raconte ton histoire, mais voilà, ça fait partie du genre de conversation qu'on a dans ce cours. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant ce qu'elle raconte et qu'on n'y pense pas forcément, que c'est un endroit qu'on peut visiter. Et ce que je trouve intéressant, c'est que quand elle parle de Tchernobyl, c'est vraiment lié aussi à tout l'imaginaire de l'URSS. Vraiment ce truc très soviétique, loin de nous. Et c'est notamment un argument qui a pu être utilisé donc dans les années 90-2000. Ok, Tchernobyl, c'était grave. Bon, c'est vrai que ça a touché la France, mais c'est parce que c'était les soviétiques et que l'URSS, vous savez, à cette époque, c'était pas un pays très développé, vous inquiétez pas, ça n'arrivera jamais en France. Et puis là, nouvelle catastrophe, 2011, Fukushima. Personne ne pouvait dire que le Japon était un pays sous-développé ou mal préparé. Je pense qu'en termes de développement technologique et de préparation face aux risques, le Japon, ils sont bien au-delà de nous. Il faut voir leur architecture pour les tremblements de terre, c'est très carré.
Donc là, ça a refait un deuxième choc où on s'est dit, oula, alors s'il est arrivé ça au Japon, la France est pleine d'énergie nucléaire de partout, il y a de la radioactivité partout. À tout moment, ça peut péter, quoi. Ouais, donc les Français sont loin d'être naïfs et on voit dans les sondages que plus de 90% d'entre eux pensent qu'un accident similaire à ce qui s'est passé à Fukushima pourrait très bien arriver en France. Et ils jugent que les centrales nucléaires sont des endroits dangereux, des endroits où peuvent se produire des catastrophes. Donc voilà, ils ne sont pas du tout naïfs par rapport à ça, malgré les discours rassurants des autorités. Les Français n'excluent pas du tout que ça fait partie des événements possibles. Et donc, ce qui fait que dans ces 15 dernières années, on a commencé à avoir des discussions politiques à propos du nucléaire où tout le monde n'était pas d'accord et ça peut peser dans les élections. Alors, c'est un sujet sur lequel on n'a pas une exacte opposition droite-gauche. On a quand même une majorité des politiques qui sont plutôt pro-nucléaire, puisque toute la droite, l'extrême droite reste dans la tradition gaulliste. Par contre, quand on va plus au centre et à gauche, là, on a des vraies différences. Et notamment, par exemple, à gauche, on va avoir certaines personnes qui sont toujours pro-nucléaire, comme le Parti communiste, pour une idée vraiment de souveraineté nationale. Mais on a au contraire les écologistes, qui sont un parti qui est de plus en plus puissant depuis les années 2010. Enfin, en tout cas, pendant quelques années, là, ça redescend, on vous en a parlé, mais ça a été avec les mouvements écologiques en général dans le monde, ça a été un parti très important qui a pesé dans le débat et eux, pour le coup, c'est vraiment anti-nucléaire, c'est leur position très ferme. Ouais, effectivement. Même si c'est vrai que jusqu'aux années 2010, comme tu l'as dit, c'était pas un parti très influent, beaucoup moins qu'en Allemagne. Ça explique pourquoi il n'y a pas vraiment eu en France de remise en question de cette stratégie du nucléaire jusqu'à récemment. Mais voilà, c'est vrai qu'au niveau politique, ça dépend un peu de chaque parti. En fait, chaque parti a sa ligne en matière de nucléaire. Mais depuis les années 2010, au niveau présidentiel, donc là où se prennent les décisions, on a eu tendance pendant quelques années à reculer sur le sujet du nucléaire. Donc ça a commencé avec le président socialiste François Hollande, qui a été élu en 2012, et il a été élu notamment grâce au soutien du parti des écologistes. Et donc, en contrepartie, en échange de ce soutien, il s'est engagé à réduire la part du nucléaire dans le mix énergétique français, et donc à fermer des centrales. Et notamment la centrale de Fessenheim, qui a été énormément dans l'actualité ces dernières années. Elle avait été ouverte en 1977. C'était un endroit très important de production d'énergie, mais aussi un bassin d'emploi. Il y avait beaucoup de gens qui travaillaient à Fessenheim en Alsace dans la production d'énergie nucléaire. Et en suivant l'élection de François Hollande et cette politique de réduction du nucléaire, elle a été fermée progressivement, il me semble, parce qu'on en a beaucoup parlé dans l'actualité pendant des années. Moi, j'avoue, j'entendais toujours ce mot Fessenheim, sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis finalement, c'est en 2020 que ça a été fermé définitivement, alors que c'était contesté par les syndicats, par la gauche industrielle, par la droite pour d'autres raisons. Et ça illustre vraiment cette tension entre les différents courants. Et ensuite, en 2017, quand Macron a été élu, lui aussi, il a continué sur cette lancée. C'était un peu dans cette idée que le nucléaire, c'est quelque chose du passé. Nous, en France, on a la capacité d'innover, on va investir massivement dans les énergies renouvelables, dans le solaire, dans l'éolien. Donc lui aussi, il voulait continuer à fermer des centrales nucléaires. Mais finalement, il y a eu un retour en arrière là-dessus. Mais bon, ça explique que malgré ce petit changement de stratégie pendant quelques années avec François Hollande et ensuite Emmanuel Macron, aujourd'hui, comme on l'a dit, le nucléaire, ça représente toujours 2/3 de la production de l'électricité en France. Donc voilà, c'est toujours quelque chose de vraiment significatif.
Alors, la France a été super pro-nucléaire pendant longtemps, puis il y a eu des peurs qui ont fait qu'on a commencé à réduire, et finalement, retournement de situation, là on arrive à une actualité plus récente, 2022, on a la guerre en Ukraine qui commence. Là, ça crée des grosses tensions au niveau du gaz russe. Les prix du gaz explosent. Moi, je m'en souviens bien, c'était un moment où j'étais rentrée en France depuis pas longtemps et là, je crois que c'était le premier hiver que je passe en France et je vois les factures de gaz. J'étais avec le chauffage au gaz dans mon appartement comme énormément de Français et c'était hallucinant les prix quoi. Sachant que bon, il y a eu les conséquences directes de la guerre et puis bien sûr par-dessus la spéculation qui a fait que ça a explosé. Oui, c'est vrai que les factures de gaz ont vraiment explosé et comme la majorité des logements français sont encore chauffés au gaz, avec les chaudières à gaz comme on l'a dit, on peut dire que les Français ont vraiment senti tout de suite l'impact de cette guerre. Et en plus, il y a eu une double peine parce que, en même temps, la production nucléaire avait chuté. C'était notamment l'effet, comme on l'a dit, de la politique de François Hollande et d'Emmanuel Macron, et puis aussi parce que le parc des centrales nucléaires en France est vieillissant. Autrement dit, bon, on les entretient pour qu'elles continuent de fonctionner, mais on ne fait pas les investissements nécessaires. Et à cause de ça, on a remarqué qu'il y avait des ingénieurs ont remarqué qu'il y avait Toi. des... Moi, je suis pas allé inspecter les centrales nucléaires et heureusement, parce que déjà, juste la rénovation de ma maison, bon, je maîtrise pas les sujets, donc les centrales nucléaires, non. Mais voilà, les ingénieurs se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes de corrosion dans certains réacteurs. Donc voilà, ça c'est quelque chose de vraiment très dangereux, apparemment. Et ça a conduit à l'arrêt de 32 des réacteurs français sur 56. Donc autrement dit, plus de la moitié des réacteurs nucléaires en France ont été mis en pause pour pouvoir les réparer. Bon, d'un côté, c'est plutôt rassurant parce qu'on n'a pas continué à les faire fonctionner alors qu'il y avait un risque. On a dit, bon, non, ça vaut pas la peine. Mais de l'autre côté, l'électricité est aussi devenue plus chère à cette époque-là, à la fois le gaz et l'électricité. Ce qui fait que à ce moment-là, comme on n'avait pas assez de capacité à produire notre propre électricité, Macron a fait volte-face. Il est passé de vouloir continuer la réduction du nucléaire en France à, au contraire, annoncer la construction de nouveaux réacteurs. Et ça continue. On a régulièrement des annonces de nouveaux plans. On est plutôt sur une lancée pour continuer et augmenter notre production d'énergie nucléaire. Et puis en plus, c'est une stratégie qui se confirme aujourd'hui puisque avec les nouvelles guerres, on a les États-Unis qui attaquent plusieurs pays du Golfe Persique avec les tensions au niveau du détroit d'Ormuz. Je développe pas parce que je pense que vous êtes tous au courant de cette actualité internationale, mais on commence à avoir des problèmes d'importation de pétrole. Ça devient plus cher, il y a certaines routes qui sont bloquées, ce qui fait que on se dit, ben voilà, de 2022, Ukraine, c'est le gaz qui devient problématique. 2026, Golfe Persique, c'est le pétrole qui devient problématique. Et on pense que il y a malheureusement des chances que ça continue, qu'on ait encore des nouvelles guerres pour les ressources fossiles. Donc, on va continuer sur le nucléaire. Là, c'est le nouveau mot d'ordre. Oui, c'est intéressant, tu as utilisé l'expression « faire volte-face ». Tu as dit Macron fait volte-face. Ne pas confondre avec Voldemort, qui n'a rien à voir. Mais faire volte-face, ça veut dire faire un changement à 180 degrés, donc faire l'inverse de ce qu'on faisait avant. Donc voilà, Macron a vraiment changé totalement sa stratégie en matière de nucléaire. Et on peut dire qu'il a eu une certaine légitimité grâce à un personnage médiatique qui est devenu omniprésent ces dernières années, Jean-Marc Jancovici.
Alors, c'est une des personnalités dont on parle dans notre mini-cours qui s'appelle Les connais-tu. Les connais-tu, c'est un mini-cours plus du niveau B1 pour connaître justement les personnalités médiatiques dont tous les Français parlent. Mais bon, là, on va vous faire un tout petit résumé pour que vous compreniez qui est Jean-Marc Jancovici. C'est un ingénieur, il est fondateur du Shift Project, donc c'est un think tank, un groupe de pensée, un groupe de réflexion sur les sujets de décarbonation. Autrement dit, ils aident aussi, ils conseillent les entreprises qui veulent réduire leurs émissions de CO2. Il est professeur aux mines ParisTech, donc une des grandes écoles d'ingénieurs les plus prestigieuses en France, membre du Haut Conseil pour le climat. Donc voilà, c'est vraiment un expert reconnu, extrêmement crédible et c'est surtout un vulgarisateur hors pair. Autrement dit, il a un grand talent pour expliquer les sujets complexes de manière accessible. Et Jean-Marc Jancovici, ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, il se revendique comme écologiste, mais de l'autre, il dit que on ne peut pas se passer du nucléaire en France. Autrement dit, on ne peut pas vivre sans l'énergie nucléaire. Et son argument central, c'est que l'énergie nucléaire, c'est une énergie qui est décarbonée, qui ne produit pas de CO2. Et si on voulait remplacer ça par les énergies renouvelables, le solaire, l'éolien, ça serait physiquement très très difficile parce que voilà, il y a des limites réelles, notamment pour l'énergie solaire, on a du soleil seulement pendant la journée, pas pendant la nuit, donc ensuite il faut des batteries pour stocker tout ça. Pour produire ces batteries, on a besoin de métaux rares, et puis tout ça, ça prend énormément de place. Les panneaux solaires, les éoliennes, etc., ça prend beaucoup plus de place que des centrales nucléaires. Donc voilà, pour lui, il dit que le nucléaire, c'est un mal nécessaire. Autrement dit, on en a besoin encore pour le moment pour pouvoir assurer une énergie bas carbone en France. Ouais, donc finalement, aujourd'hui en France, grâce au discours populaire de Jean-Marc Jancovici, on a une idée qui est assez répandue, qu'il est tout à fait possible d'être un vrai écolo pro-nucléaire. Écologie et nucléaire ne sont pas forcément opposés dans la mentalité française. Ça n'empêche pas de vouloir continuer à faire des recherches et à développer les autres ressources, les ressources, comme tu disais, l'éolien, l'hydraulique, etc. Mais il y a encore certains sujets dont on parle encore pas assez, où on n'a pas vraiment de solution, et notamment la question des déchets. C'est quelque chose qui est un peu mis sous le tapis. Je fais un petit jeu de mots parce que quand on met quelque chose sous le tapis, ça veut dire que on évite d'en parler, on préfère ne pas évoquer le sujet. Et je dis que c'est un jeu de mots parce que justement, les déchets nucléaires, il faut les enterrer, il faut les mettre sous la terre, mais pas seulement sous un tapis, sinon très très profond sous la terre. Et on a des sites comme ça pour enterrer les déchets nucléaires, mais c'est vrai que quand on propose des nouveaux endroits, en fait les gens ne veulent pas des déchets à côté de chez eux. Donc il y a un peu ce truc où tout le monde se dit oui, bon, il faut produire avec de l'énergie nucléaire parce que c'est le mieux pour nous. Mais par contre, si on pouvait éviter d'habiter à côté d'une centrale ou à côté d'un site où on enterre les déchets, ça pourrait être pas mal aussi. Donc ça crée des tensions quand même. C'est la grosse question à résoudre. Qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on met les centrales? Et qu'est-ce qu'on fait des déchets? Voilà. Bon, je pense qu'on a fait un bon tour de la question. Ouais. J'espère que vous avez les idées plus claires sur ce sujet, sur ce que les Français pensent du nucléaire et pourquoi c'est une énergie aussi importante chez nous. N'hésitez pas, comme d'habitude, à partager vos commentaires et aussi à nous corriger parce que je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs qui nous écoutent et on a peut-être fait des approximations. Donc voilà, n'hésitez pas si vous voulez apporter des précisions. Comme d'habitude, on n'a pas le temps de tout expliquer, de tout dire non plus, on doit faire des choix, mais s'il y a des choses qu'on a oubliées ou qu'on a peut-être mal expliquées, n'hésitez pas à le préciser. Ça nous permettra aussi de nous améliorer. Merci à toutes et à tous, et on se retrouve dans 2 semaines. Salut!